Chapitre 6. Les petits. Ceux-là n'étaient pas méchants, c'étaient les autres. Ceux-là ne me firent jamais de mal, et moi je les aimais bien parce qu'ils ne sentaient pas encore le collège et qu'on lisait toute leur âme dans leurs yeux. Je ne les punissais jamais. À quoi bon? Est-ce qu'on punit les oiseaux? Quand ils pépiaient trop haut, je n'avais qu'à crier « Silence !» Aussitôt ma volière se taisait, au moins pour 5 minutes. Le plus âgé de l'étude avait 11 ans. 11 ans, je vous demande. Et le gros serrière qui se vantait de les mener à la baguette. Moi, je ne les menais pas à la baguette. J'essayais d'être toujours bon, voilà tout. Quelquefois, quand ils avaient été bien sages, je leur racontais une histoire. Une histoire, quel bonheur! Vite, vite, on pliait les cahiers, on fermait les livres, encriers, règles, porte-plumes, on jetait tout pêle-mêle au fond des pupitres, puis les bras croisés sur la table, on ouvrait de grands yeux et on écoutait. J'avais composé à leur intention 5 ou 6 petits contes fantastiques. Les débuts d'une cigale, les infortunes de Jean Lapin, etc. Alors, comme aujourd'hui, le bonhomme La Fontaine était mon saint de prédilection dans le calendrier littéraire, et mes romans ne faisaient que commenter ses fables. Seulement, j'y mêlais de ma propre histoire. Il y avait toujours un pauvre grillon obligé de gagner sa vie comme le petit chose, des bêtes à bon Dieu qui cartonnaient en sanglotant, comme Essette, Jacques. Cela amusait beaucoup mes petits, et moi aussi cela m'amusait beaucoup. Malheureusement, M. Viot n'entendait pas qu'on s'amusât de la sorte. 3 ou 4 fois par semaine, le terrible homme aux clés faisait une tournée d'inspection dans le collège pour voir si tout s'y passait selon le règlement. Or, un de ces jours-là, il arriva dans notre étude juste au moment le plus pathétique de l'histoire de Jean Lapin. En voyant entrer M. Viot, toute l'étude tressauta. Les petits, effarés, se regardèrent. Le narrateur s'arrêta court. Jean Lapin, interdit, resta une patte en l'air, en dressant de frayeur ses grandes oreilles. Debout, devant ma chaire, le souriant M. Viot promenait un long regard d'étonnement sur les pupitres dégarnis. Il ne parlait pas, mais ses clés s'agitaient d'un air féroce. Frinc, frinc, frinc. Tas de drôles, on ne travaille donc plus ici? J'essayai tout tremblant d'apaiser les terribles clés. Ces messieurs ont beaucoup travaillé ces jours-ci, balbutiai-je. J'ai voulu les récompenser en leur racontant une petite histoire. Monsieur Viot ne répondit pas. Il s'inclina en souriant, fit gronder ses clés une dernière fois et sortit. Le soir, à la récréation de 4 heures, il vint vers moi et me remit, toujours souriant, toujours muet, le cahier du règlement ouvert à la page 12, « Devoir du maître envers les élèves ». Je compris qu'il ne fallait plus raconter d'histoire et je n'en racontai plus jamais. Pendant quelques jours, mes petits furent inconsolables. Jean Lapin leur manquait, et cela me crevait le cœur de ne pouvoir le leur rendre. Je les aimais tant, si vous saviez, ces gamins-là. Jamais nous ne nous quittions. Le collège était divisé en 3 quartiers très distincts, les grands, les moyens, les petits. Chaque quartier avait sa cour, son dortoir, son étude. Mes petits étaient donc à moi, bien à moi. Il me semblait que j'avais 35 enfants. À part cela, pas un ami. Monsieur Viot avait beau me sourire, me prendre par le bras aux récréations, me donner des conseils au sujet du règlement, je ne l'aimais pas. Je ne pouvais pas l'aimer. Ses clés me faisaient trop peur. Le principal, je ne le voyais jamais. Les professeurs méprisaient le petit chose et le regardaient du haut de leur toque. Quant à mes collègues, la sympathie que l'homme aux clés paraissait me témoigner me les avait aliénés. D'ailleurs, depuis ma présentation au sous-officier, je n'étais plus retourné au café Barbette, et ces braves gens ne me le pardonnaient pas. Il n'y avait pas jusqu'au portier Cassagne et au maître d'armes Roger qui ne fussent pas contre moi. Le maître d'armes surtout semblait m'en vouloir terriblement. Quand je passais à côté de lui, il frisait sa moustache d'un air féroce et roulait de gros yeux, comme s'il voulût sabrer un sang d'arabe. Une fois, il dit très haut à Cassagne, en me regardant, qu'il n'aimait pas les espions. Cassagne ne répondit pas, mais je vis bien à son air qu'il ne les aimait pas non plus. De quels espions s'agissait-il? Cela me fit beaucoup penser. Devant cette antipathie universelle, j'avais pris bravement mon parti. Le maître des moyens partageait avec moi une petite chambre, au 3e étage, sous les combles. C'est là que je me réfugiais pendant les heures de classe.
Comme mon collègue passait tout son temps au café Barbette, la chambre m'appartenait, c'était ma chambre, mon chez-moi. À peine rentré, je m'enfermais à double tour, je traînais ma malle, il n'y avait pas de chaise dans ma chambre, devant un vieux bureau criblé de taches d'encre et d'inscriptions au canif, j'étalais dessus tous mes livres et à l'ouvrage. Alors on était au printemps. Quand je levais la tête, je voyais le ciel tout bleu et les grands arbres de la cour déjà couverts de feuilles. Au dehors, pas de bruit. De temps en temps, la voix monotone d'un élève récitant sa leçon. Une exclamation de professeur en colère, une querelle sous le feuillage entre moineaux, puis, tout rentré dans le silence, le collège avait l'air de dormir. Le petit chose, lui, ne dormait pas, il ne rêvait pas même, ce qui est une adorable façon de dormir. Il travaillait sans relâche, se bourrant de grec et de latin à se faire sauter la cervelle. Quelquefois, au plein cœur de son aride besogne, un doigt mystérieux frappait à la porte. « Qui est là ?»« C'est moi, la Muse, ton ancienne amie, la femme du cahier rouge. Ouvre-moi vite, petit chose. » Mais le petit chose se gardait d'ouvrir. Il s'agissait bien de la Muse, ma foi. Au diable le cahier rouge, l'important pour le quart d'heure était de faire beaucoup de thèmes grecs, de passer licencié, d'être nommé professeur et de reconstruire au plus vite un beau foyer tout neuf pour la famille Essette. Cette pensée que je travaillais pour la famille me donnait un grand courage et me rendait la vie plus douce. Ma chambre elle-même en était embellie. Ô mansarde, chère mansarde, quelles belles heures j'ai passées entre tes quatre murs. Comme j'y travaillais bien, comme je m'y sentais brave. Si j'avais quelques bonnes heures, j'en avais de mauvaises aussi. 2 fois par semaine, le dimanche et le jeudi, il fallait mener les enfants en promenade. Cette promenade était un supplice pour moi. D'habitude, nous allions à la prairie, une grande pelouse qui s'étend comme un tapis au pied de la montagne, à une demi-lieue de la ville. Quelques gros châtaigniers, 3 ou 4 guinguettes, peintes en jaune, une source vive courant dans le vert, faisaient l'endroit charmant et gai pour l'œil. Les 3 études s'y rendaient séparément. Une fois là, on les réunissait sous la bienveillance d'un seul maître, qui était toujours moi. Mes 2 collègues allaient se faire régaler par des grands dans les guinguettes voisines, et comme on ne m'invitait jamais, je restais pour garder les élèves. Un dur métier dans ce bel endroit. Il aurait fait si bon s'étendre sur cette herbe verte, dans l'ombre des châtaigniers, et se griser de serpolet en écoutant chanter la petite source. Au lieu de cela, il fallait surveiller, crier, punir. J'avais tout le collège sur les bras, c'était terrible. Mais le plus terrible encore, ce n'était pas de surveiller les élèves à la prairie, c'était de traverser la ville avec ma division, la division des petits. Les autres divisions emboîtaient le pas à merveille et sonnaient des talons comme de vieux grognards. Cela sentait la discipline et le tambour. Mes petits, eux, n'entendaient rien à toutes ces belles choses. Ils n'allaient pas en rang, ne se tenaient pas par la main et jacassaient le long de la route. J'avais beau leur crier « Gardez vos distances », ils ne me comprenaient pas et marchaient tout de travers. J'étais assez content de ma tête de colonne. J'y mettais les plus beaux grands, les plus sérieux, ceux qui portaient la tunique. Mais à la queue, quel gâchis, quel désordre! Une marmaille folle, des cheveux ébouriffés, des mains sales, des culottes en lambeaux. Je n'osais pas les regarder. Decinit in pissem, me disait à ce sujet le souriant monsieur Vott, homme d'esprit à ses heures. Le fait est que ma queue de colonne avait une triste mine. Comprenez-vous mon désespoir de me montrer dans les rues de Sarland en pareil équipage, et le dimanche surtout? Les cloches carillonnaient, les rues étaient pleines de monde, on rencontrait des pensionnats de demoiselles qui allaient à vêpres, des modistes en bonnet rose, des élégants en pantalons gris-perle. Il fallait traverser tout cela avec un habit râpé et une division ridicule. Quelle honte! Parmi tous ces diablotins ébouriffés que je promenais 2 fois par semaine dans la ville, il y en avait un surtout, un demi-pensionnaire qui me désespérait par sa laideur et sa mauvaise tenue. Imaginez un horrible petit avorton, si petit que c'en était ridicule, avec cela disgracieux, sale, mal peigné, mal vêtu, sentant le ruisseau, et pour que rien ne lui manquât, affreusement bancal. Jamais pareil élève, s'il est permis toutefois de donner à ça le nom d'élève, ne figura sur les feuilles d'inscription de l'université. C'était à déshonorer un collège. Pour ma part, je l'avais pris en aversion, et quand je le voyais les jours de promenade se dandiner à la queue de la colonne avec la grâce d'un jeune canard, il me venait des envies furieuses de le chasser à grands coups de botte pour l'honneur de ma division.
Bamban, nous l'avions surnommé Bamban à cause de sa démarche plus qu'irrégulière. Bamban était loin d'appartenir à une famille aristocratique. Cela se voyait sans peine à ses manières, à ses façons de dire et surtout aux belles relations qu'il avait dans le pays. Tous les gamins de Sarlande étaient ses amis. Grâce à lui, quand nous sortions, nous avions toujours à nos trousses une nuée de polissons qui faisaient la roue sur nos derrières, appelaient Bamban par son nom, le montraient du doigt, lui jetaient des pots de châtaigne et mille autres bonnes singeries. Mes petits s'en amusaient beaucoup, mais moi, je ne riais pas, et j'adressais chaque semaine au principal un rapport circonstancié sur l'élève Bamban et les nombreux désordres que sa présence entraînait. Malheureusement, mes rapports restaient sans réponse, et j'étais toujours obligé de me montrer dans les rues en compagnie de Monsieur Bamban, plus sale et plus bancal que jamais. Un dimanche, entre autres, un beau dimanche de fête et de grand soleil, il m'arriva pour la promenade dans un état de toilette tel que nous en fûmes tous épouvantés. Vous n'avez jamais rien rêvé de semblable. Des mains noires, des souliers sans cordon, de la boue jusque dans les cheveux, presque plus de culotte, un monstre. Le plus risible, c'est qu'évidemment on l'avait fait très beau, ce jour-là, avant de me l'envoyer. Sa tête, mieux peignée qu'à l'ordinaire, était encore roide de pommade, et le nœud de cravate avait je ne sais quoi qui sentait les doigts maternels. Mais y a tant de ruisseaux avant d'arriver au collège. Bamban s'était roulé dans tous. Quand je le vis prendre son rang parmi les autres, paisible et souriant, comme si de rien n'était, j'eus un mouvement d'horreur et d'indignation. Je lui criai « Va-t'en !» Bamban pensa que je plaisantais et continua de sourire. Il se croyait très beau ce jour-là. Je lui criai de nouveau « Va-t'en, va-t'en !» Il me regarda d'un air triste et soumis, son œil suppliait. Mais je fus inexorable et la division s'ébranla, le laissant seul, immobile au milieu de la rue. Je me croyais délivré de lui pour toute la journée, lorsque sortir de la ville, des rires et des chuchotements à mon arrière-garde me firent retourner la tête. À 4 ou 5 pas derrière nous, Bamban suivait la promenade gravement. « Doublez le pas !» dit Joe de premier. Les élèves comprirent qu'il s'agissait de faire une niche au bancal, et la division se mit à filer d'un train d'enfer. De temps en temps, on se retournait pour voir si Bamban pouvait suivre, et on riait de l'apercevoir là-bas, bien loin, gros comme le poing trottant dans la poussière de la route au milieu des marchands de gâteaux et de limonade. Cet enragé-là arriva à la prairie presque en même temps que nous. Seulement il était pâle de fatigue et tirait la jambe à faire pitié. J'en eus le cœur touché et, un peu honteux de ma cruauté, je l'appelai près de moi doucement. Il avait une petite blouse fanée, à carreaux rouges, la blouse du Petit Chose au collège de Lyon. Je la reconnus tout de suite, cette blouse, et dans moi-même je me disais « Misérable, mais tu n'as pas honte, mais c'est toi, le Petit Chose, que tu t'amuses à martyriser ainsi. » Et, plein de larmes intérieures, je me mis à aimer de tout mon cœur ce pauvre déshérité. Bamban s'était assis par terre à cause de ses jambes qui lui faisaient mal. Je m'assis près de lui, je lui parlais, je lui achetai une orange. J'aurais voulu lui laver les pieds. À partir de ce jour, Bamban devint mon ami. J'appris sur son compte des choses attendrissantes. C'était le fils d'un maréchal ferrant qui, entendant vanter partout les bienfaits de l'éducation, se saignait les 4 membres, le pauvre homme, pour envoyer son enfant demi-pensionnaire au collège. Mais, hélas, Bamban n'était pas fait pour le collège, et il n'y profitait guère. Le jour de son arrivée, on lui avait donné un modèle de bâton en lui disant « Fais des bâtons !» Et depuis un an, Bamban faisait des bâtons. Et quels bâtons, grand Dieu! Tordus, sales, boiteux, clopinants, des bâtons de Bamban. Personne ne s'occupait de lui. Il ne faisait spécialement partie d'aucune classe. En général, il entrait dans celle qu'il voyait ouverte. Un jour, on le trouva en train de faire ses bâtons dans la classe de philosophie. Un drôle d'élève, cependant. Je regardais quelquefois l'étude, courbé en deux sur son cahier, suant, soufflant, tirant la langue, tenant sa plume à pleine main et appuyant de toutes ses forces comme s'il eût voulu traverser la table. À chaque bâton, il reprenait de l'encre, et à la fin de chaque ligne, il rentrait sa langue et se reposait en se frottant les mains. Bamban travaillait de meilleur cœur maintenant que nous étions amis. Quand il avait terminé une page, il s'empressait de gravir ma chaire à 4 pattes et poser son chef-d'œuvre devant moi sans parler. Je lui donnais une petite tape affectueuse en lui disant « C'est très bien ». C'était hideux, mais je ne voulais pas le décourager. De fait,
Peu à peu, les bâtons commençaient à marcher plus droit, la plume crachait moins, et il y avait moins d'encre sur les cahiers. Je crois que je serais venu à bout de lui apprendre quelque chose. Malheureusement, la destinée nous sépara. Le maître des moyens quittait le collège. Comme la fin de l'année était proche, le principal ne voulut pas prendre un nouveau maître. On installa un rhétoricien à barbe dans la chaire des petits, et c'est moi qui fus chargé de l'étude des moyens. Je considérais cela comme une catastrophe. D'abord, les moyens m'épouvantaient. Je les avais vus à l'œuvre les jours de prairie, et la pensée que j'allais vivre sans cesse avec eux me serrait le cœur. Puis il fallait quitter mes petits, mes chers petits que j'aimais tant. Comment serait pour eux le rhétoricien à barbe? Qu'allait devenir Bamban? J'étais réellement malheureux. Et mes petits aussi se désolaient de me voir partir. Le jour où je leur fis ma dernière étude, il y eut un moment d'émotion quand la cloche sonna. Ils voulurent tous m'embrasser. Quelques-uns même, je vous assure, trouvèrent des choses charmantes à me dire. Et Bamban? Bamban ne parla pas. Seulement, au moment où je sortais, il s'approcha de moi, tout rouge, et me mit dans la main, avec solennité, un superbe cahier de bâtons qu'il avait dessiné à mon intention. Pauvre Bamban. Chapitre 7. Le pion. Je pris donc possession de l'étude des moyens. Je trouvai là une cinquantaine de méchants drôles, montagnards joufflus de 12 à 14 ans, fils de métayers enrichis, que leurs parents envoyaient au collège pour en faire de petits bourgeois à raison de 120 francs par trimestre. Grossiers, insolents, orgueilleux, parlant entre eux un rude patois cévenol auquel je n'entendais rien, ils avaient presque tous cette laideur spéciale à l'enfance qui mue, de grosses mains rouges avec des engelures, des voix de jeunes coqs enrhumés, le regard abruti, et par là-dessus l'odeur du collège. Ils me haïrent tout de suite sans me connaître. J'étais pour eux l'ennemi, le pion. Et du jour où je m'assis dans ma chaire, ce fut la guerre entre nous, une guerre acharnée, sans trêve, de tous les instants. Ah, les cruels enfants, comme ils me firent souffrir. Je voudrais en parler sans rancune. Ces tristesses sont si loin de nous. Eh bien non, je ne puis pas. Et tenez, à l'heure même où j'écris ces lignes, je sens ma main qui tremble de fièvre et d'émotion. Il me semble que j'y suis encore. Eux ne pensent plus à moi, j'imagine, ils ne se souviennent plus du petit chose, ni de ce beau lorgnon qu'il avait acheté pour se donner l'air plus grave. Mes anciens élèves sont des hommes maintenant, des hommes sérieux. Soubérol doit être notaire quelque part, là-haut, dans les Cévennes. Veillon, le cadet, greffier au tribunal, Loupi, pharmacien, et Bouzanquet, vétérinaire. Et ils ont des positions, du ventre, tout ce qu'il faut. Quelquefois pourtant, quand ils se rencontrent au cercle ou sur la place de l'église, ils se rappellent le bon temps du collège, et alors peut-être, il leur arrive de parler de moi. Dis donc, greffier, tu te souviens du petit Essette, notre pion de Sarlande, avec ses longs cheveux et sa figure de papier mâché? Quelle bonne farce nous lui avons faite! C'est vrai, messieurs, vous lui avez fait de bonnes farces, et votre ancien pion ne les a pas encore oubliées. Ah, le malheureux pion! Vous a-t-il assez fait rire? L'avez-vous assez fait pleurer? Oui, pleurer! Vous l'avez fait pleurer, et c'est ce qui rendait vos farces bien meilleures. Que de fois, à la fin d'une journée de martyre, le pauvre diable blotti dans sa couchette a mordu sa couverture pour que vous n'entendiez pas ses sanglots. C'est si terrible de vivre entouré de malveillance, d'avoir toujours peur, d'être toujours sur le qui-vive, toujours méchant, toujours armé. C'est si terrible de punir. On fait des injustices malgré soi. Si terrible de douter, de voir partout des pièges, de ne pas manger tranquille, de ne pas dormir en repos, de se dire toujours, même aux minutes de trêve, « Ah, mon Dieu, et qu'est-ce qu'ils vont me faire maintenant ?» Non, vivrait-il 100 ans, le pion Daniel Essette n'oubliera jamais tout ce qu'il souffrit au collège de Sarlande, depuis le triste jour où il entra dans l'étude des moyens. Et pourtant, je ne veux pas mentir, j'avais gagné quelque chose à changer d'étude. Maintenant, je voyais les yeux noirs. 2 fois par jour, aux heures de récréation, je les apercevais de loin, travaillant derrière une fenêtre du premier étage qui donnait sur la cour des moyens. Ils étaient là, plus noirs, plus grands que jamais, penchés du matin jusqu'au soir sur une couture interminable.
car les yeux noirs cousaient. Il ne se lassait pas de coudre. C'était pour coudre, rien que pour coudre, que la vieille fée aux lunettes les avait pris aux enfants trouvés. Car les yeux noirs ne connaissaient ni leur père, ni leur mère, et, d'un bout à l'autre de l'année, ils cousaient sans relâche, sous le regard implacable de l'horrible fée aux lunettes, filant sa quenouille à côté d'eux. Moi, je les regardais. Les récréations me semblaient trop courtes. J'aurais passé ma vie sous cette fenêtre bénie derrière laquelle travaillaient les yeux noirs. Eux aussi savaient que j'étais là. De temps en temps, ils se levaient de dessus de leur couverture, et le regard aidant, nous nous parlions sans nous parler. Vous êtes bien malheureux, monsieur Essette. Et vous aussi, pauvres yeux noirs. Nous n'avons ni père ni mère. Moi, mon père et ma mère sont loin. La fée aux lunettes est terrible, si vous saviez. Les enfants me font bien souffrir. Allez, courage, monsieur Essette. Courage, beaux yeux noirs. On ne s'en disait jamais plus long. Je craignais toujours de voir apparaître monsieur Viau avec ses clés, frinc, 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 et là-haut, derrière la fenêtre, les yeux noirs avaient leur monsieur Viau aussi. Après un dialogue d'une minute, ils se baissaient bien vite et reprenaient leur couture sous le regard féroce des grandes lunettes à monture d'acier. Chers yeux noirs, nous ne nous parlions jamais qu'à de longues distances et par des regards furtifs, et, cependant, je les aimais de toute mon âme. Il y avait encore l'abbé Germane, que j'aimais bien. Cet abbé Germane était le professeur de philosophie. Il passait pour un original, et dans le collège, tout le monde le craignait, même le principal, même monsieur Viau. Il parlait peu, d'une voix brève et cassante, nous tutoyait tous, marchait à grands pas, la tête en arrière, la soutane relevée, faisant sonner comme un dragon les talons de ses souliers à boucles. Il était grand et fort. Longtemps je l'avais cru très beau, mais un jour, en le regardant de plus près, je m'aperçus que cette noble face de lion avait été horriblement défigurée par la petite vérole. Pas un coin du visage qui ne fût haché, sabré, couturé, un Mirabeau en soutane. L'abbé vivait sombre et seul dans une petite chambre qu'il occupait à l'extrémité de la maison, ce qu'on appelait le vieux collège. Personne n'entrait jamais chez lui, excepté ses deux frères, deux méchants vauriens, qui étaient dans mon étude et dont il payait l'éducation. Le soir, quand on traversait les cours pour monter au dortoir, on apercevait là-haut, dans les bâtiments noirs et ruinés du vieux collège, une petite lueur pâle qui veillait. C'était la lampe de l'abbé Germane. Bien des fois aussi, le matin, en descendant pour l'étude de 6 heures, je voyais à travers la brume la lampe brûler encore. L'abbé Germane ne s'était pas couché. On disait qu'il travaillait à un grand ouvrage de philosophie. Pour ma part, même avant de le connaître, je me sentais une grande sympathie pour cet étrange abbé. Son horrible et beau visage, tout resplendissant d'intelligence, m'attirait. Seulement on m'avait tant effrayé par le récit de ses bizarreries et de ses brutalités que je n'osais pas aller vers lui. J'y allais cependant, et pour mon bonheur. Voici dans quelles circonstances. Il faut vous dire qu'en ce temps-là, j'étais plongé jusqu'au cou dans l'histoire de la philosophie, un rude travail pour le petit chose. Or, certains jours, l'envie me vint de lire Condillac. Entre nous, le bonhomme ne vaut même pas la peine qu'on le lise, c'est un philosophe pour rire, et tout son bagage philosophique tiendrait dans le chaton d'une bague à 25 sous. Mais vous savez, quand on est jeune, on a sur les choses et sur les hommes des idées toutes travers. Je voulais donc lire Condillac, il me fallait un Condillac coûte que coûte. Malheureusement, la bibliothèque du collège en était absolument dépourvue, et les libraires de Sarlande ne tenaient pas cet article-là. Je résolus de m'adresser à l'abbé Germane. Ses frères m'avaient dit que sa chambre contenait plus de 2000 volumes, et je ne doutais pas de trouver chez lui le livre de mes rêves. Mais ce diable d'homme m'épouvantait, et pour me décider à monter à son réduit, ce n'était pas trop de tout mon amour pour monsieur de Condillac. En arrivant devant la porte, mes jambes tremblaient de peur, je frappai 2 fois très doucement. « Entrez !» répondit une voix de titan. Le terrible abbé Germane était assis à califourchon sur une chaise basse, les jambes étendues, la soutane retroussée, et laissait voir de gros muscles qui saillaient vigoureusement dans des bas de soie noirs. Accoudé sur le dossier de sa chaise, il lisait un in-folio à tranches rouges et fumait à grand bruit une petite pipe courte et brune de celle qu'on appelle brûle-gueule. « C'est toi, me dit-il en levant à peine les yeux du dessus son in-folio. « Bonjour, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux ?»
Le tranchant de sa voix, l'aspect sévère de cette chambre tapissée de livres, la façon cavalière dont il était assis, cette petite pipe qu'il tenait aux dents, tout cela m'intimidait beaucoup. Je parvins cependant à expliquer tant bien que mal l'objet de ma visite et à demander le fameux Condillac. Condillac? Tu veux dire Condillac? Me répondit l'abbé Germain en souriant. Quelle drôle d'idée! Est-ce que tu n'aimerais pas mieux fumer une pipe avec moi? Décroche-moi ce joli calumet qui est pendu là-bas contre la muraille et allume-le. Tu verras, c'est bien meilleur que tous les Condillacs de la terre. Je m'excusai du geste en rougissant. Tu ne veux pas? À ton aise, mon garçon. Ton Condillac est là-haut, sur le troisième rayon à gauche. Tu peux l'emporter, je te le prête. Surtout ne le gâte pas, ou je te coupe les oreilles. J'atteignis le Condillac sur le troisième rayon à gauche et je me disposais à me retirer, mais l'abbé me retint. Tu t'occupes donc de philosophie? Me dit-il en me regardant dans les yeux. Est-ce que tu y croirais par hasard? Des histoires, mon cher, de pures histoires. Et dire qu'ils ont voulu faire de moi un professeur de philosophie, je vous demande un peu. Enseigner quoi? Zéro, néant. Ils auraient pu tout aussi bien, pendant qu'ils y étaient, me nommer inspecteur général des étoiles ou contrôleur des fumées de pipe. Ah, misère de moi. Il faut faire parfois de singuliers métiers pour gagner sa vie. Tu en connais quelque chose, toi aussi, n'est-ce pas? Oh, tu n'as pas besoin de rougir. Je sais que tu n'es pas heureux, mon pauvre petit pion, et que les enfants te font une rude existence. Ici, l'abbé Germain s'interrompit un moment. Il paraissait très en colère et secouait sa pipe sur son ongle avec fureur. Moi, d'entendre ce digne homme s'apitoyer ainsi sur mon sort, je me sentais tout ému, et j'avais mis le Condillac devant mes yeux pour dissimuler les grosses larmes dont ils étaient remplis. Presque aussitôt, l'abbé reprit. À propos, j'oubliais de te demander, aimes-tu le bon Dieu? Il faut l'aimer, vois-tu, mon cher, et avoir confiance en lui, et le prier ferme. Sans quoi, tu ne t'en tireras jamais. Aux grandes souffrances de la vie, je ne connais que 3 remèdes. Le travail, la prière et la pipe. La pipe de terre, très courte, souviens-toi de cela. Quant aux philosophes, n'y compte pas. Ils ne te consoleront jamais de rien. J'ai passé par là, tu peux m'en croire. Je vous crois, monsieur l'abbé. Bien, maintenant va-t'en, tu me fatigues. Quand tu voudras des livres, tu n'auras qu'à venir en prendre. La clé de ma chambre est toujours sur la porte, et les philosophes toujours sur le troisième rayon à gauche. Ne me parle plus. Adieu. Là-dessus, il se remit à sa lecture et me laissa sortir, sans même me regarder. À partir de ce jour, j'eus tous les philosophes de l'univers à ma disposition. J'entrais chez l'abbé Germain sans frapper, comme chez moi. Le plus souvent aux heures où je venais, l'abbé faisait sa classe, et la chambre était vide. La petite pipe dormait sur le bord de la table, au milieu des in-folios à tranches rouges et d'innombrables papiers couverts de pattes de mouche. Quelquefois, aussi l'abbé Germain était là. Je le trouvais lisant et écrivant, marchant de long en large, à grandes enjambées. En entrant, je disais d'une voix timide « Bonjour, monsieur l'abbé ». La plupart du temps, il ne me répondait pas. Je prenais mon philosophe sur le troisième rayon à gauche et je m'en allais, sans qu'on eût seulement l'air de soupçonner ma présence. Jusqu'à la fin de l'année, nous n'échangeâmes pas 20 paroles. Mais n'importe. Quelque chose en moi-même m'avertissait que nous étions de grands amis. Cependant, les vacances approchaient. On entendait tout le jour les élèves de la musique répétant dans la classe de dessin des polkas et des airs de marche pour la distribution des prix. Ces polkas réjouissaient tout le monde. Le soir, à la dernière étude, on voyait sortir des pupitres une foule de petits calendriers, et chaque enfant riait sur le sien le jour qui venait de finir. Encore un de moins. Les cours étaient pleines de planches pour l'estrade, on battait des fauteuils, on secouait les tapis. Plus de travail, plus de discipline. Seulement, toujours jusqu'au bout, la haine du pion et les farces, les terribles farces. Enfin, le grand jour arriva. Il était temps, je n'y pouvais plus tenir. On distribua les prix dans ma cour, la cour des moyens. Je la vois encore avec sa tente bariolée, ses murs couverts de draperies blanches, ces grands arbres verts pleins de drapeaux, et là-dessous, tout un fouillis de toques, de képis, de chacos, de casques, de bonnets à fleurs, de claques brodées, de plumes, de rubans, de pompons, de panaches. Au fond, une longue estrade où étaient installées les autorités du collège dans des fauteuils en velours grenat. Ah, cette estrade, comme on se sentait petit devant elle! Quel grand air de dédain et de supériorité elle donnait à ceux qui étaient dessus! Aucun de ces messieurs n'avait plus sa physionomie habituelle. L'abbé Germain était sur l'estrade lui aussi, mais il ne paraissait pas s'en douter. Allongé dans son fauteuil, la tête renversée, il écoutait ses voisins d'une oreille distraite et semblait suivre de l'œil, à travers le feuillage, la fumée d'une pipe imaginaire.
Au pied de l'estrade, la musique, trombones et ophicléides, reluisant au soleil. 3 divisions entassées sur des bancs avec les maîtres en serre-file. Puis, derrière, la cohue des parents, le professeur de seconde offrant le bras aux dames en criant « Place, place !» et enfin perdu au milieu de la foule, les clés de Monsieur Viaud qui courait d'un bout de la cour à l'autre et qu'on entendait « frinc, frinc, frinc » à droite, à gauche, ici, partout en même temps. La cérémonie commença. Il faisait chaud, pas d'air sous la tente. Il y avait de grosses dames cramoisies qui sommeillaient à l'ombre de leurs marabouts et des messieurs chauves qui s'épongeaient la tête avec des foulards ponceaux. Tout était rouge, les visages, les tapis, les drapeaux, les fauteuils. Nous eûmes 3 discours, qu'on applaudit beaucoup, mais moi je ne les entendis pas. Là-haut, derrière la fenêtre du premier étage, les yeux noirs cousaient à leur place habituelle, et mon âme allait vers eux. Pauvres yeux noirs, même ce jour-là, la fée aux lunettes ne les laissait pas chômer. Quand le dernier nom du dernier taxessi de la dernière classe eut été proclamé, la musique entama une marche triomphale et tout se débanda. Tohu-bohu général. Les professeurs descendaient de l'estrade, les élèves sautaient par-dessus les bancs pour rejoindre leurs familles. On s'embrassait, on s'appelait « Par ici, par ici !» Les sœurs des lauréats s'en allaient fièrement avec les couronnes de leurs frères. Les robes de soie faisaient froufrou à travers les chaises. Immobile derrière un arbre, le petit chose regardait passer les belles dames, tout malingre et tout honteux dans son habit râpé. Peu à peu, la cour se désemplit. À la grande porte, le principal et M. Viaud se tenaient debout, caressant les enfants au passage, saluant les parents jusqu'à terre. « À l'année prochaine !» disait le principal avec un sourire câlin. Les clés de M. Viaud tintaient, pleines de caresses. « Frinc, 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 revenez-nous l'année prochaine !» Les enfants se laissaient embrasser négligemment et franchissaient l'escalier d'un bond. Ceux-là montaient dans de belles voitures armoriées, où les mères et les sœurs rangeaient leurs grandes jupes pour faire place, clic, clac, en route vers le château. Nous allons revoir nos parcs, nos pelouses, l'escarpolette sous les acacias, les volières pleines d'oiseaux rares, la pièce d'eau avec ses 2 cygnes et la grande terrasse à balustres où l'on prend des sorbets le soir. D'autres grimpaient dans les chars à bancs de famille à côté de jolies filles riant à belles dents sous leurs coiffes blanches. La fermière conduisait avec sa chaîne d'or autour du cou. « Fouette, Mathurine ! On retourne à la métairie, on va manger des beurrés, boire du vin muscat, chasser à la pipée tout le jour et se rouler dans le foin qui sent bon. » Heureux enfants. Ils s'en allaient, ils partaient tous. Ah, si j'avais pu partir, moi aussi. Chapitre 8. Les yeux noirs. Maintenant le collège est désert, tout le monde est parti. D'un bout des dortoirs à l'autre, des escadrons de gros rats font des charges de cavalerie en plein jour. Les écritoires se dessèchent au fond des pupitres. Sur les arbres des cours, la division des moineaux est en fête. Ces messieurs ont invité tous leurs camarades de la ville, ceux de l'évêché, ceux de la sous-préfecture, et du matin jusqu'au soir, c'est un pépiage assourdissant. De sa chambre, sous les combles, le petit chose les écoute en travaillant. On l'a gardé par charité, dans la maison, pendant les vacances. Il en profite pour étudier à mort les philosophes grecs. Seulement la chambre est trop chaude et les plafonds trop bas. On étouffe là-dessous. Pas de volets aux fenêtres. Le soleil entre comme une torche et met le feu partout. Le plâtre des solives craque, se détache. De grosses mouches, alourdies par la chaleur, dorment collées aux vitres. Le petit chose, lui, fait de grands efforts pour ne pas dormir. Sa tête est lourde comme du plomb, ses paupières battent. Travaille donc, Daniel Essette, il faut reconstruire le foyer. Mais non, il ne peut pas. Les lettres de son livre dansent devant ses yeux, puis ce livre qui tourne, puis la table, puis la chambre. Pour chasser cet étrange assoupissement, le petit chose se lève, fait quelques pas. Arrivé devant la porte, il chancelle et tombe à terre comme une masse foudroyée par le sommeil. Au dehors, les moineaux piaillent, les cigales chantent à tue-tête, les platanes blancs de poussière s'écaillent au soleil en étirant leurs 1000 branches.
La petite chose fait un rêve singulier. Il lui semble qu'on frappe à la porte de sa chambre et qu'une voix éclatante l'appelle par son nom. Daniel, Daniel. Cette voix, il la reconnaît, c'est du même ton qu'elle criait autrefois. Jacques, tu es un âne. Les coups redoublent à la porte. Daniel, mon Daniel, c'est ton père, ouvre vite. Oh, l'affreux cauchemar, le petit chose veut répondre, allez ouvrir. Il se redresse sur son coude, mais sa tête est trop lourde, il retombe et perd connaissance. Quand le petit chose revient à lui, il est tout étonné de se trouver dans une couchette bien blanche, entourée de grands rideaux bleus qui font de l'ombre tout autour. Lumière douce, chambre tranquille. Pas d'autre bruit que le tic-tac d'une horloge et le tintement d'une cuillère dans la porcelaine. Le petit chose ne sait pas où il est, mais il se trouve très bien. Les rideaux s'entr'ouvrent. Monsieur Sept-Pères, une tasse à la main, se penche vers lui avec un bon sourire et des larmes plein les yeux. Le petit chose peut continuer son rêve. Est-ce vous, père? Est-ce bien vous? Oui, mon Daniel. Oui, mon cher enfant, c'est moi. Mais où suis-je donc? À l'infirmerie, depuis 8 jours. Maintenant tu es guéri, mais tu as été bien malade. Mais vous, mon père, comment êtes-vous là? Embrassez-moi donc encore. Oh, tenez, de vous voir, il me semble que je rêve toujours. Monsieur Sept-Pères l'embrasse. Ah non, couvre-toi, sois sage. Le médecin ne veut pas que tu parles. Et pour empêcher l'enfant de parler, le brave homme parle tout le temps. Figure-toi qu'il y a 8 jours, la compagnie vinicole m'envoie faire une tournée dans les Cévennes. Tu penses, si j'étais content, une occasion de voir mon Daniel? J'arrive au collège, on t'appelle, on te cherche, pas de Daniel. Je me fais conduire à ta chambre, la clé était en dedans. Je frappe, personne. Vlan, j'enfonce ta porte d'un coup de pied. Et je te trouve là, par terre, avec une fièvre de cheval. Ah, pauvre enfant, comme tu as été malade. 5 jours de délire, je ne t'ai pas quitté d'une minute. Tu battais la campagne tout le temps, tu parlais toujours de reconstruire le foyer. Mais quel foyer? Dis. Tu criais, pas de clé, ôtez les clés des serrures. Tu ris, mais je te jure que je ne riais pas, moi, Dieu. Non, quelle nuit tu m'as fait passer. Comprends-tu cela? Monsieur Viau, c'est bien Monsieur Viau, n'est-ce pas, qui voulait m'empêcher de coucher dans le collège. Il invoquait le règlement. Ah bien oui, le règlement. Est-ce que je le connais, moi, son règlement? Ce cuistre-là croyait me faire peur en me remuant ses clés sous le nez. Je l'ai poliment remis à sa place, va. Le petit chose frémit de l'audace de Monsieur Essette, puis, oubliant bien vite les clés de Monsieur Viau, « Et ma mère ?» demande-t-il, en étendant ses bras comme si sa mère était là, à portée de ses caresses. « Si tu te découvres, tu ne sauras rien, répondit Monsieur Essette d'un ton fâché. Voyons, couvre-toi, ta mère va bien, elle est chez l'oncle Baptiste. Et Jacques? Jacques, c'est un âne. Quand je dis un âne, tu comprends, c'est une façon de parler. Jacques est un très brave enfant, au contraire. Ne te découvre donc pas, mille diables. Sa position est fort jolie. Il pleure toujours, par exemple. Mais du reste, il est très content. Son directeur l'a pris pour secrétaire. Il n'a rien à faire qu'à écrire sous la dictée. Une situation fort agréable. Il sera donc toute sa vie condamné à écrire sous la dictée, ce pauvre Jacques? Disant cela, le petit chose se mit à rire de bon cœur. Et M. Essette rit de le voir rire, tout en le grondant à cause de cette maudite couverture qui se dérange toujours. Oh, bienheureuse infirmerie! Quelles heures charmantes le petit chose passe entre les rideaux bleus de sa couchette. Monsieur Essette ne le quitte pas, il reste là tout le jour, assis près du chevet, et le petit chose voudrait que Monsieur Essette ne s'en allât jamais. Hélas, c'est impossible. La compagnie vinicole a besoin de son voyageur. Il faut reprendre la tournée des Cévennes. Après le départ de son père, l'enfant reste seul dans l'infirmerie silencieuse. Il passe ses journées à lire, au fond d'un grand fauteuil roulé près de la fenêtre. Matin et soir, la jaune Madame Cassagne lui apporte ses repas. Le petit chose boit le bol de bouillon, suce l'aileron de poulet et dit « Merci, madame ». Rien de plus. Cette femme sent les fièvres et lui déplaît. Il ne la regarde même pas. Or, un matin qu'il vient de faire son « Merci, madame », tout sec comme à l'ordinaire, sans quitter son livre des yeux, il est bien étonné d'entendre une voix très douce lui dire « Comment cela va-t-il aujourd'hui, monsieur Daniel ?» Le petit chose lève la tête et, devinez ce qu'il voit, les yeux noirs en personne, immobiles et souriant devant lui. Les yeux noirs annoncent à leur ami que la femme jaune est malade et qu'ils sont chargés de faire son service. Ils ajoutent, en se baissant, qu'ils éprouvent beaucoup de joie de voir M. Daniel rétabli. Puis ils se retirent avec une profonde révérence,
en disant qu'ils reviendront le même soir. Le même soir, en effet, les yeux noirs sont revenus, et le lendemain matin aussi, et le lendemain soir encore. Le petit chose est ravi, il bénit sa maladie, la maladie de la femme jaune, toutes les maladies du monde. Si personne n'avait été malade, il n'aurait jamais eu de tête-à-tête avec les yeux noirs. Ô bienheureuse infirmerie! Quelles heures charmantes le petit chose passe dans son fauteuil de convalescent, roulé près de la fenêtre. Le matin, les yeux noirs ont sous leurs grands cils un tas de paillettes d'or que le soleil fait reluire. Le soir, ils resplendissent doucement et font, dans l'ombre autour d'eux, de la lumière d'étoiles. Le petit chose rêve aux yeux noirs toutes les nuits, il n'en dort plus. Dès l'aube, le voilà sur pied pour se préparer à les recevoir. Il a tant de confidences à leur faire. Puis, quand les yeux noirs arrivent, il ne leur dit rien. Les yeux noirs ont l'air très étonnés de ce silence. Ils vont et viennent dans l'infirmerie et trouvent 1000 prétextes pour rester près du malade, espérant toujours qu'il se décidera à parler. Mais ce damné de petit chose ne se décide pas. Quelquefois, cependant, il s'arme de tout son courage et commence ainsi bravement. Mademoiselle. Aussitôt les yeux noirs s'allument et le regardent en souriant. Mais de les voir sourire ainsi, le malheureux perd la tête et d'une voix tremblante il ajoute je vous remercie de vos bontés pour moi. Ou bien encore le bouillon est excellent ce matin. Alors les yeux noirs font une jolie petite moue qui signifie quoi, ce n'est que cela? Et ils s'en vont en soupirant. Quand ils sont partis, le petit chose se désespère. Oh, dès demain, sans faute, je leur parlerai. Et puis le lendemain, eh bien c'est encore à recommencer. Enfin, de guerre lasse et sentant bien qu'il n'aura jamais le courage de dire ce qu'il pense aux yeux noirs, le petit chose se décide à leur écrire. Un soir, il demande de l'encre et du papier, pour une lettre importante, oh, très importante. Les yeux noirs ont sans doute deviné quelle est la lettre dont il s'agit, ils sont si malins, les yeux noirs. Vite, vite, ils courent chercher de l'encre et du papier, les posent devant le malade et s'en vont en riant, tout seuls. Le petit chose se met à écrire. Il écrit toute la nuit. Puis quand le matin est venu, il s'aperçoit que cette interminable lettre ne contient que 3 mots, vous m'entendez bien? Seulement ces 3 mots sont les plus éloquents du monde, et il compte qu'ils produiront un très grand effet. Attention maintenant, les yeux noirs vont venir. Le petit chose est très ému, il a préparé sa lettre d'avance et se jure de la remettre dès qu'on arrivera. Voici comment cela va se passer. Les yeux noirs entreront, ils poseront le bouillon et le poulet sur la table. Bonjour, monsieur Daniel. Alors lui leur dira tout de suite, très courageusement, gentil yeux noir, voici une lettre pour vous. Mais chut, un pas d'oiseau dans le corridor, les yeux noirs approchent. Le petit chose tient la lettre à la main, son cœur bat, il va mourir. La porte s'ouvre. Horreur! À la place des yeux noirs paraît la vieille fée, la terrible fée aux lunettes. Le petit chose n'ose pas demander d'explication, mais il est consterné. Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Il attend le soir avec impatience, hélas. Le soir encore, les yeux noirs ne viennent pas, ni le lendemain non plus, ni les jours d'après, ni jamais. On a chassé les yeux noirs, on les a renvoyés aux enfants trouvés, où ils resteront enfermés pendant 4 ans, jusqu'à leur majorité. Les yeux noirs volaient du sucre. Adieu les beaux jours de l'infirmerie. Les yeux noirs s'en sont allés, et pour comble de malheur, voilà les élèves qui reviennent. Et quoi? Déjà la rentrée? Ah, que ces vacances ont été courtes. Pour la première fois depuis 6 semaines, le petit chose descend dans les cours, pâle, maigre, plus petit chose que jamais. Tout le collège se réveille. On le lave du haut en bas. Les corridors ruissellent d'eau. Férocement comme toujours, les clés de M. Viau se démènent. Terrible, M. Viau, il a profité des vacances pour ajouter quelques articles à son règlement et quelques clés à son trousseau. Le petit chose n'a qu'à bien se tenir. Chaque jour, il arrive des élèves. Clic, clac. On revoit devant la porte les chars à bancs et les berlines de la distribution des prix. Quelques anciens manquent à l'appel, mais des nouveaux les remplacent. Les divisions se reforment. Cette année, comme l'an dernier, le petit chose aura l'étude des moyens. Le pauvre pion tremble déjà. Après tout, qui sait, les enfants seront peut-être moins méchants cette année-ci. Le matin de la rentrée, grande musique à la chapelle, c'est la messe du Saint-Esprit. Veni Creator Spiritus. Voici monsieur le principal avec son bel habit noir et la petite palme d'argent à la boutonnière. Derrière lui se tient l'état-major des professeurs en toge de cérémonie. Les sciences ont l'hermine orange, les humanités l'hermine blanche. Le professeur de seconde, un freluquet, s'est permis des gants de couleur tendre et une toque de fantaisie. Monsieur Viau n'a pas l'air content. Veni Creator Spiritus. Au fond de l'église, pêle-mêle avec les élèves,
Le petit chose regarde d'un œil d'envie les toges majestueuses et les palmes d'argent. Quand sera-t-il professeur, lui aussi? Quand pourra-t-il reconstruire le foyer? Hélas, avant d'en arriver là, que de temps encore et que de peine. Veni, Creator Spiritus. Le petit chose se sent l'âme triste. L'orgue lui donne envie de pleurer. Tout à coup, là-bas, dans un coin du cœur, il aperçoit une belle figure ravagée qui lui sourit. Ce sourire fait du bien aux petites choses, et de revoir l'abbé Germane, le voilà plein de courage et tout ragaillardi. Veni, Creator Spiritus. 2 jours après la messe du Saint-Esprit, nouvelle solennité. C'était la fête du principal. Ce jour-là, de temps immémorial, tout le collège célèbre la Saint-Théophile sur l'herbe, à grand renfort de viande froide et de vin de Limoux. Cette fois, comme à l'ordinaire, monsieur le principal n'épargne rien pour donner du retentissement à ce petit festival de famille qui satisfait les instincts généreux de son cœur sans nuire cependant aux intérêts de son collège. Dès l'aube, on s'emplit tous, élèves et maîtres, dans de grandes tapissières pavoisées aux couleurs municipales et le convoi part au galop, traînant à sa suite dans 2 énormes fourgons les paniers de vin mousseux et les corbeilles de mangeaille. En tête, sur le premier char, les gros bonnets et la musique. Ordre aux ophicléides de jouer très fort. Les fouets claquent, les grelots sonnent, les piles d'assiettes se heurtent contre les gamelles de fer blanc. Tout Sarland en bonnet de nuit se met aux fenêtres pour voir passer la fête du principal. C'est à la prairie que le gala doit avoir lieu. À peine arrivé, on étend des nappes sur l'herbe, et les enfants crèvent de rire en voyant messieurs les professeurs assis au frais dans les violettes comme de simples collégiens. Les tranches de pâté circulent, les bouchons sautent, les yeux flambent, on parle beaucoup. Seul, au milieu de l'animation générale, le petit chose a l'air préoccupé. Tout à coup, on le voit rougir. Monsieur le principal vient de se lever, un papier à la main. « Messieurs, on me remet à l'instant même quelques vers que m'adresse un poète anonyme. Il paraît que notre pindare ordinaire, monsieur Viot, a un émule cette année. Quoique ces vers soient un peu trop flatteurs pour moi, je vous demande la permission de vous les lire. »« Oui, oui, lisez, lisez !» Et de sa belle voix des distributions, monsieur le principal commence la lecture. C'est un compliment assez bien tourné, plein de rimes aimables à l'adresse du principal et de tous ces messieurs. Une fleur pour chacun. La fée aux lunettes elle-même n'est pas oubliée. Le poète l'appelle l'ange du réfectoire, ce qui est charmant. On l'applaudit longuement. Quelques voix demandent l'auteur. Le petit chose se lève, rouge comme un pépin de grenade, et s'incline avec modestie. Acclamation générale. Le petit chose devient le héros de la fête. Le principal veut l'embrasser. De vieux professeurs lui serrent la main d'un air entendu. Le régent de seconde lui demande ses vers pour les mettre dans le journal. Le petit chose est très content. Tout cet encens lui monte au cerveau avec les fumées du vin du Limoux. Seulement, et ceci le dégrise un peu, il croit entendre l'abbé Germane murmurer « L'imbécile !» et les clés de son rival grincer férocement. Ce premier enthousiasme apaisé, monsieur le principal frappe dans ses mains pour réclamer le silence. « Maintenant, Viot, à votre tour. Après la muse badine, la muse sévère. » Monsieur Viot tire gravement de sa poche un cahier relié, gros de promesses, et commence sa lecture en jetant sur la petite chose un regard de côté. L'œuvre de monsieur Viot est une idylle toute virgilienne en l'honneur du règlement. L'élève Ménalque et l'élève Dorylas s'y répondent en strophes alternées. L'élève Ménalque est d'un collège où fleurit le règlement, l'élève Dorylas d'un autre collège d'où le règlement est exilé. Ménalque dit les plaisirs austères d'une forte discipline, Dorylas les joies infécondes d'une folle liberté. À la fin, Dorylas est terrassé, il remet entre les mains de son vainqueur le prix de la lutte, et tous deux, unissant leurs voix, entonnent un chant d'allégresse à la gloire du règlement. Le poème est fini, silence de mort. Pendant la lecture, les enfants ont emporté leurs assiettes à l'autre bout de la prairie et mangent leur pâté tranquille, loin, bien loin de l'élève Ménalque et Dorylas. Monsieur Viot les regarde de sa place avec un sourire amer. Les professeurs ont tenu bon, mais pas un n'a le courage d'applaudir. Infortuné monsieur Viot, c'est une vraie déroute. Le principal essaie de le consoler. Le sujet était aride, messieurs, mais le poète s'en est bien tiré. Moi je trouve cela très beau, dit effrontément le petit chose, à qui son triomphe commence à faire peur. Lâcheté perdue.
Monsieur Viau ne veut pas être consolé. Il s'incline sans répondre et garde son sourire amer. Et il le garde tout le jour et le soir, en rentrant au milieu des chants des élèves, des couacs, de la musique et du fracas des tapissiers roulant sur les pavés de la ville endormie, le petit chose entend dans l'ombre, près de lui, les clés de son rival qui gronde d'un air méchant. Fring, fring, fring. Monsieur le poète, nous vous revaudrons cela.